J'ai géré les traitements, mais j'ai pas véritablement géré le fait que j'avais un cancer. Je sais pas si c'est différent, mais en tout cas, je me suis pas dit, ok, j'ai un cancer, qu'est-ce que je vais changer? J'avais rien changé du tout. On est un peu comme un capitaine sur un bateau au cœur d'une tempête, et donc, il n'y a pas vraiment de recette, si ce n'est ça va être long, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut affronter la mer, il faut croiser les doigts, il faut être prudent, vigilant, engagé. Mais bon, on peut rien véritablement contre les éléments, les vagues, le vent, et voilà, chacun mène sa barque comme il peut, comme il veut. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie. Ayant moi-même été touchée par le cancer, je suis aujourd'hui en charge de faire entendre la voix des patients chez Résilience, une communauté de patientes et patients, de familles, d'amis, d'aidants, bref, de tous ceux qui, un jour, ont croisé le cancer sur leur chemin. La résilience, c'est l'aptitude à se construire et à vivre en dépit de circonstances traumatiques. Dans ce podcast, nous allons tenter de donner vie à ce concept, en tendant le micro à celles et ceux qui en parlent le mieux. Pas de conseils médicaux, pas de mode d'emploi, pas d'injonction, mais plutôt une pause, une rencontre, un témoignage, une voix. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Claude. Cinquantenaire dynamique, sportif, fier papa de 6 enfants, Claude travaille à Paris où il occupe un poste international avec des responsabilités et un rythme soutenu. Lors d'un bilan de santé annuel facilité par son employeur, la terre tremble. Un voile se dessine au niveau des poumons qu'il faudra explorer par des examens complémentaires. Au fil du récit, on découvre sa réalité au travers des rendez-vous, des rencontres, des anecdotes et des métaphores. Dans son témoignage tout en vulnérabilité, d'un papa aimant, d'un professionnel affûté, d'un sportif passionné, curieux, volontaire, Claude nous décrit son cheminement d'acceptation et les réalisations successives de son parcours. Bonne écoute! Je m'appelle Claude Chafiotte, j'ai 59 ans, je viens de rentrer du Canada, j'ai passé 3 ans professionnels intéressants. J'ai appris que j'avais un cancer de façon très brutale. J'avais l'habitude de faire des check-up, ce qui était offert par la société Accenture, tous les ans et demi. Et un jour, j'y suis allé, j'ai fait mon check-up comme d'habitude, je dirais, avec toujours un peu une peur au ventre, parce que c'est là que tu sais. Cette fois-là, le médecin m'a donné un choix entre un test d'effort et une radio des poumons. Je faisais pas mal de sport, donc j'ai opté pour la radio des poumons. Je suis allé faire ma radio des poumons dans une autre clinique à 12h30. Et la radiologue qui m'a vu après m'a dit, écoutez, il y a une ombre, il faudrait faire un scanner. Et attendez dans la salle d'attente, je vais prévenir votre médecin. Je l'ai vu partir bras dessus, bras dessous avec une de ses copines dans une atmosphère très gaie pour déjeuner. Et moi, j'étais assis dans la salle d'attente en me disant, ok, c'est pas bon. Et le médecin m'a contacté. J'ai fait un scanner dans l'après-midi, et dans l'après-midi, ça a confirmé qu'il y avait quelque chose, une zone. On parle toujours avec des mots très ampoulés et très peu précis. Et le médecin m'a dit, bon, on a un problème, on va continuer à avancer. Et voilà, on a avancé dans le diagnostic. J'ai reçu une invitation pour un rendez-vous avec un médecin qui était un cancérologue. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est pas bon signe. Et puis, environ 5 ou 6 semaines après, je suis allé revoir cette cancéro. Elle m'a annoncé que j'avais un Hodgkin, qui m'a-t-elle dit se soignait bien, qui était au stade 1, et que j'allais commencer la chimio la semaine d'après. Donc elle m'a annoncé le traitement, et que le début du traitement assez rapide. J'avais une projection de traitement sur quasiment 4 mois. J'ai fait du sport et dans certains cas des courses un peu longues, enfin pas très longues parce que c'est des marathons, c'est pas de l'ultra trail, mais en tout cas dans un marathon il y a 42 km, un peu plus, et puis on y va kilomètre par kilomètre, ou quand on fait du vélo on s'engage dans une course aussi, on sait qu'il y a X cols quand c'est en montagne, et donc voilà, que le premier il est important, mais il y en a X 4, 5, et que donc voilà, tu gères, et tu sais bien que c'est 30 km de prologue et 12 km de course.
Et je m'étais mis ça en tête, c'est-à-dire que je m'étais dit, bon, c'est le début, et le début, il va falloir le gérer doucement, parce que 4 mois, c'est long, et il faut aller au bout, et puis il faut sortir à peu près bien au bout de 4 mois. Donc je me suis mis effectivement dans cette logique de, ok, j'ai 6 séances, après on fera un break parce que c'était pas défini, mais j'ai 6 séances, une tous les 15 jours, et je me suis mis, oui, dans cette métaphore de la course à pied, et c'est comme ça que j'ai commencé, ouais. Quand j'ai su ça, je l'ai annoncé à mes enfants. Et l'annonce à mes enfants, elle a été compliquée parce que j'avais à l'époque 6 enfants qui n'avaient pas le même âge. Le plus petit avait 11 ans et le plus grand avait 25 ans. C'est pas simple parce que le plus grand vivait à Los Angeles, donc lui il était au téléphone. J'avais pas voulu faire une primeur de cette chose-là. Tout le monde s'est un peu tu regardes un peu tes pompes en disant bon, c'est pas facile quand son père annonce qu'il a un cancer. Évidemment, il y a des questions qui se posent et qu'ils ont gardées pour eux. Sauf le plus petit qui m'a dit mais papa, tu vas mourir. Bien sûr, tu te veux rassurant en disant bah non, ça va aller, mais la question elle est brutale et elle est avec toute la candeur d'un enfant qui veut savoir, et qui garde pas pour lui et qui a beaucoup moins de limites. C'était compliqué pour les autres d'entendre cette question, pour moi de la recevoir et d'y répondre avec un semblant de voix posée et confiante. Après, je l'ai assez peu dit. J'ai pas souhaité que ce soit dit par quiconque, donc j'ai dit c'est moi qui maîtriserai la communication et je le dirai ou je le dirai pas. En fonction de la situation, de la personne. Et parfois, d'ailleurs, on se retrouve à le dire à des inconnus, parce qu'on s'en fout de savoir que, bon, on a un cancer, et c'est des discussions d'hôpitaux, c'est des discussions de... Et non, donc je l'ai assez peu dit à des proches, mais j'ai pas voulu non plus cacher quelque chose que plus que ça. Donc voilà, j'ai pas fait une grande communication, j'ai pas appelé tous mes potes les uns après les autres pour leur dire que j'étais malade, mais j'ai continué à vivre en fait. Donc à l'occasion, je disais bah écoute, voilà, il se passe ça et voilà. Il a été assez limité l'impact du cancer sur ma vie quotidienne parce que je sais pas si j'ai ignoré la maladie ou voulu ignorer la souffrance. Mais encore une fois, hein, dans un marathon, bah oui, t'as mal, mais bah, tu le sais, donc c'est pas une surprise. Et donc, j'ai pas été surpris par grand-chose. Mais j'ai eu de la chance aussi. Je souffrais pas le martyre, j'ai pas eu de chirurgie, j'ai pas eu de... Il y a cancer et cancer, il y a traitement et traitement. Moi, j'ai eu un traitement que j'ai bien encaissé, mais j'ai pas changé mes habitudes alimentaires, j'ai pas changé ma vie professionnelle parce que je ne me suis pas arrêté et j'ai pas maigri outrageusement. J'avais d'ailleurs mangé, je vais dire bouffé comme un chancre. Je me disais, bon, bah, je vais peut-être perdre 10 kilos et je serai affûté après. Et la première infirmière que j'ai rencontrée m'a dit, bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous n'allez pas maigrir. Et j'étais... je lui ai dit, ouais, c'est vraiment une bonne nouvelle, ouais, c'est vrai, merci. Mais donc, j'ai pas changé mon régime alimentaire, j'ai pas perdu mes cheveux plus que ça. J'ai fait les premiers traitements avec des espèces de casques sur la tête réfrigérés, ce qui est super douloureux et grotesque. Et voilà, dès lors que la douleur s'estompe, c'est que le truc est plus gelé, donc tu t'en remets un et tu repars dans un espèce d'étau qui te serre la tête. Mais voilà, donc ça c'était censé prévenir la chute des cheveux et donc ils sont pas tombés, donc ce qui fait que je faisais mes séances de chimio le vendredi matin et j'allais déjeuner ensuite et bien déjeuner en terrasse, donc je profitais de la vie, je profitais des gens, je les regardais et après j'allais bosser dans l'après-midi. Ça n'a certainement pas été mes après-midi les plus actives ou productives, mais voilà, j'ai fait toutes mes séances de chimio et je suis allé bosser, j'ai pas annulé un seul voyage et je me disais, bah, je commence comme ça, et on verra bien si à l'issue de la première, je peux aller bosser, à l'issue de la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, et voilà. Donc, ça n'a pas beaucoup modifié ma vie quotidienne.
Je décide de continuer de travailler, en tout cas c'est la décision que je prends encore une fois au début. Le médecin te propose de t'arrêter 3 mois, 4 mois, enfin autant que tu veux, enfin parce que là c'est vraiment open bar et je m'étais dit je vais être chez moi, je vais tourner en rond, ça va pas m'aller. Donc la meilleure façon de gérer cette maladie et de s'occuper et de pas y penser en permanence, c'est bien de continuer à travailler. Donc j'en ai parlé à mes supérieurs hiérarchiques et au RH chez Accenture. C'était quelques personnes. Et puis à des gens que j'aimais bien et avec lesquels j'avais une relation plutôt amicale, on me dit bon écoute voilà, je vis ça et voilà. Je me souviens que probablement entre la 4e et la 5e, il y a eu une réunion de notre agence à Seattle. Je connaissais pas la ville et j'en rêvais. Et ça j'aurais pas dû le faire par exemple, parce que j'étais totalement défoncé là-bas. J'ai fait Cannes aussi, Cannes Lions, là, ça probablement après une des premières injections, et c'est pareil, pour le coup, tu vois Cannes de façon assez différente, parce que c'est quand même le temple de la fête, de la créativité, tout est gai, quoi. C'est vraiment, c'est un bon moment. Mais voilà, j'étais là-bas, j'y suis pas allé très longtemps, je suis pas sorti plus que ça, mais voilà, j'avais pas envie de rater cet événement et de me dire j'ai un cancer, je vais pas à Cannes. C'était une manière aussi probablement de lutter contre la maladie, quoi. Ignorer cette maladie comme ça, c'est aussi donner assez peu de prise aux autres, en fait. Et donc c'est très bien de le gérer de façon, entre guillemets, courageuse et renfermée, mais c'est pas facile pour les autres à côté, parce qu'ils savent pas très bien comment tu vas, ils savent pas très bien... Alors évidemment, je communiquais ce que je pouvais communiquer sur les résultats intermédiaires, les temps de passage au marathon. Mais voilà, j'avoue que j'ai essayé de gérer cette maladie à ma façon, et que cette façon, elle n'était pas forcément celle qui était la plus confortable pour mon entourage. Parce que tout le monde le dit, un cancer, il y a le malade et puis il y a les autres, quoi, mais c'est quand même une forme d'équipe. Et je suis pas certain que j'ai été un super team player à ce niveau-là. J'ai essayé de les rassurer en montrant que ma vie ne changeait en rien, et je sais pas si j'ai tout à fait réussi, parce qu'ils pourront peut-être me dire t'étais ultra inquiétant, ultra casse-pied, ultra irritable, ultra je sais pas quoi, mais on n'a pas eu cette conversation, je pourrais l'avoir. J'avoue que le contact que j'ai eu avec les infirmières a été extraordinaire. La première qui m'a accueilli, ma première séance de chimio, c'était dans une chambre seule, parce qu'elle voulait voir comment ça se passait, et on a eu une discussion incroyablement ouverte sur les enfants, parce qu'une séance, moi ça durait 4 heures, donc t'as quand même le temps de discuter, puis elle est pas tout le temps avec toi, elle vient, change des produits, elle s'occupe de beaucoup d'autres gens. Mais on avait sympathisé et ça m'avait touché, parce qu'elle était un peu infirmière-chef, elle avait un rôle d'encadrement et un rôle notamment au niveau du planning, et elle m'avait touché parce qu'un jour... Elle m'avait dit « Ah bah j'ai vu votre nom, je me suis inscrit parce qu'on avait passé un bon moment la dernière fois et ça m'avait touché, et on avait continué à parler de nos enfants, de leur vie, de la difficulté de l'éducation, du passage d'un certain âge d'adolescent et tout, ça m'avait vraiment touché. » Et puis, une autre fois, on était dans une salle, donc on devait être 5 ou 6, et il y a une infirmière qui rentre en se marrant, mais vraiment en se marrant, et en disant c'est qui Chafiotte? Je lève la main, j'ai peut être un peu dans le gaz, et elle me dit mais c'est votre nom, Chafiotte? Mais ça a pas dû être facile, petit, tout le monde est sous de votre gueule encore aujourd'hui, non? Et comment on vous appelait? Et elle me citait des noms divers et variés, de Fiotte et tout. Et je me disais c'est qui cette fille? Et donc elle se marrait donc, et c'était plutôt marrant parce que j'étais quand même assez interloqué, mais tout le monde se marrait, en l'occurrence elle a réussi à faire marrer tout le monde, et puis à un moment elle parlait assez fort et elle me dit moi je m'appelle Couillard, on m'a appelé la couille toute ma jeunesse, la couillonne et tout. Donc, et voilà, c'était complètement inattendu, et c'était frais, quoi. C'était vraiment marrant, et après on s'est revus parce qu'on se croisait, et voilà, il y a tellement de gens, on croise tellement en tant que patient de personnes du corps médical, et eux encore plus en termes de patients, que c'est assez rare d'avoir un échange et de se dire ça va, ça va. Et c'était des bons moments, quoi. C'était des moments inattendus, et puis à un moment c'est de l'humour, on est moqué, on fait rire les autres. Je pense que les gens l'ont oublié, mais je sais que en rentrant chez eux le soir, ils ont quand même pu dire il y a un moment on s'est marré parce que il y avait ces deux-là qui s'appelaient comme ça.
Il y a quelqu'un que j'admirais beaucoup chez Accenture qui s'appelait Pierre Nanterre, mais qui était à l'époque le président monde de l'entreprise. C'est la seule et unique fois que une personne non américaine était à la tête de ce cabinet de conseil. Et un jour, il a annoncé, j'étais pas malade, il a annoncé que lui l'était dans un mail. Voilà, il a été transparent. Ça a assommé toute l'entreprise. Je pense que ça devait être en août, mais enfin en tout cas en été, mais je suis pas très précis dans mon souvenir sur ces dates. Et moi, mon histoire, c'était quasiment un an après. Et un jour, on s'est croisés par hasard au rez-de-chaussée et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai quelque chose à t'annoncer qui est important. Et je lui ai donc dit que j'avais un cancer et que j'étais en traitement. Et il m'a regardé, et il n'a pas dit un mot. Il m'a dit, viens avec moi. Et lui descendait parce qu'il était avec son chauffeur. Et donc, je l'ai accompagné au premier sous-sol, là où était sa voiture. Et là, il m'a saisi par les bras. Et on s'est regardé. Enfin, il m'a regardé les yeux dans les yeux. Et il m'a dit, bon, écoute... fais attention à toi, fais attention à la gestion de la fatigue, en fait. Et il m'a dit, tu ne récupères jamais. Donc, tu as un capital, fatigue, et chaque séance, chaque journée va t'enlever un peu de ton énergie. Donc, tout l'enjeu de ce combat, c'est de garder suffisamment d'énergie pour pas être complètement à plat. Et... c'est vrai que ça crée une proximité, et puis après, quand on se croisait, voilà, le coup d'œil suffit pour prendre des nouvelles et voir si ça va, et ses conseils, et sa présence, son soutien, et ses pensées, et les quelques SMS qu'on a pu s'échanger à des moments de cure. J'admirais tellement ce bonhomme que c'était super précieux pour moi. Donc moi, j'avais pas communiqué, mais... j'avais une amie chez Facebook qui souffrait elle aussi d'un cancer et qui avait plus communiqué. Et c'est vrai qu'un jour, j'avais rendez-vous chez Facebook et je l'ai aperçue et j'ai hurlé au travers du plateau « Comment ça va ma petite cancéreuse ?» Et tout le monde s'est décomposé en disant « Le mec est dingue ». Et elle était assez surprise, elle s'est retournée et puis elle s'est marrée en disant bah, « Lui, il peut parce qu'il est aussi cancéreux. » Donc, et on s'est embrassés, c'était sympa. Et je pense que c'était sympa pour les gens parce qu'ils voyaient qu'on le prenait aussi bien que possible, et même si elle a beaucoup plus souffert que moi, elle a eu des traitements plus lourds que les miens, mais aujourd'hui elle est rayonnante à tout niveau, et on aura ça en commun. Quand on se croise de temps en temps, souvent de façon impromptue, voilà, on a ça en commun maintenant, une chose de plus. Mais ouais, on a combattu cette maladie en même temps, ouais, chacun la sienne. Lorsqu'on a partagé le fait qu'on avait un cancer, il y a des relations qui, oui, s'essentialisent, ça devient très vrai, ça devient intense, et puis il y a quand même du risque, quoi. Même avec mes enfants, d'ailleurs, c'était... le ça va, il est moins léger que même si on continue à avoir la formule, il y a plus d'arrière-pensée que d'habitude. Et c'est aussi un accélérateur d'amitié, de rencontres, ouais. Enfin de rencontres de relations, plus que de rencontres. Ça a intensifié les relations avec les enfants, enfin... Et pour les enfants... forcément, ils se disent « Ok, mon père est malade, ils ont ça et là des potes qui ont perdu leurs parents de ceci, de cela, ils savent très bien ce que c'est. » Donc c'était inquiétant, quoi. C'était une période inquiétante. Et juste à l'issue de ma 6e séance, je suis parti faire un safari au Botswana avec mon plus jeune garçon à l'époque et ma plus jeune fille. Et j'avoue que les premiers jours dans la jungle, après, c'était assez étonnant, mais c'était super intense parce qu'ils étaient contents de me voir. C'était simple. Moi, j'étais très loin de l'univers médical que j'avais quand même beaucoup fréquenté. On était avec des gens... voilà, dans une voiture, mais on était que nous, on était qu'entre nous, on a campé et c'était, on a vu des choses extraordinaires, on a passé un super bon moment, c'était un moment super gai, donc puis voilà, c'était une bonne pause pour moi, je savais que j'allais réattaquer la radio, donc thérapie, donc c'était un bon moment, ouais. À l'issue des traitements, effectivement, j'ai eu une visite de contrôle avec un examen. Et on m'a dit, bon, a priori, c'est bon. Et on m'a dit, on se revoit dans un an. Et je les ai revus un an après. Et après, on m'a dit, on se revoit dans un an. Je les ai revus un an après. Et là, ils m'ont dit, on se revoit plus. Donc moi, je m'attendais à être suivi, peut-être trimestriellement, et rien du tout. En fait, je les ai vus 2 fois. En ayant fait des examens, c'est-à-dire prise de sang et scan, il me semble, et donc 2 ans après, donc en 2020,
On m'a dit en fait vous n'avez pas plus de chances de rechuter que d'en choper un nouveau différent, donc voilà, pas de traitement, c'est très sympa comme pronostic, mais pas de traitement particulier, quoi, pas de suivi particulier, donc voilà. Quand les traitements s'arrêtent et on dit bah c'est fini, vous êtes guéri, j'avais le sentiment de me dire ah bon, on va pas se revoir avant un an, ça me semblait un peu loin, un peu inquiétant. Un peu comme être lâché dans un grand bain, ou je sais pas. Ouais, j'avais une forme d'inquiétude. Et puis c'est passé. La vie professionnelle, elle s'était pas interrompue, donc elle est repartie. Et puis effectivement, le Covid arrive, choc pour tout le monde, confinement. Et nous, on est allé s'installer à Quiberon, chez moi. Et là, la période une forme de décompression, forcément décompression parce qu'on est entre soi, parce qu'à Quiberon il faisait un temps incroyable, mais il y avait personne, même si on n'avait pas le droit de sortir, on était quand même bien mieux que les Parisiens, et ce calme qui retombe, ça m'a fait un peu plus revenir en arrière et réaliser ce que j'avais vécu, parce que finalement j'ai quand même beaucoup ignoré cette maladie. J'ai géré les traitements, mais j'ai pas véritablement géré le fait que j'avais un cancer. Je sais pas si c'est différent, mais en tout cas je me suis pas dit ok, j'ai un cancer, qu'est-ce que je vais changer? J'avais rien changé du tout. Et, enfin si, pas mal de choses ont changé dans ma vie personnelle et amoureuse, puisque j'ai une petite fille qui est née en décembre 2019 et qu'on a confiné quasiment 4 mois après, et que ça a été un temps de réflexion, et un temps d'ailleurs qui m'a fait entrevoir une opportunité pour partir travailler toujours chez Accenture à Montréal, et sur laquelle j'ai pas hésité, on n'a pas hésité beaucoup, parce que c'était une cassure, justement, c'était un vrai changement. Je pense que cette période de réflexion, en me disant mais quand même, je suis passé au travers de ce cancer, hein, j'ai pas pris un jour, je me suis pas arrêté une seule journée, je l'ai pas beaucoup dit, donc il y a plein de gens qui savent pas que j'ai eu cette maladie, que j'ai eu ce traitement. C'est quand même un peu dommage de recommencer à bosser, d'aller tous les matins bosser à Paris en traversant en Paris. Donc voilà, j'avais envie de ce changement assez drastique dans ma vie quotidienne qui n'avait pas eu lieu lors de la maladie. Il y a un côté puissance de la maladie, et clairement, tu n'as pas tout le contrôle. C'est-à-dire qu'il y a un moment de chance, même si, évidemment, un diagnostic qui tombe, quand on te dit que tu as un cancer, on peut pas parler de chance. Mais une fois que tu es dans la catégorie des gens qui n'ont pas de chance, moi, j'ai eu énormément de chance en tirant un bon numéro au bon moment. Il y avait des médecins qui m'avaient dit, 25 ans plus tôt, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, de toute façon, ils parlent jamais de décès, hein, mais on lit entre les lignes. Il y a ce côté aléatoire de vague de fond, de lames scélérates, comme on peut les appeler dans le Grand Sud. Et puis, il y a aussi, c'est un coach qui me l'avait dit à propos d'autre chose d'ailleurs, mais que je trouvais que c'était assez bien recyclé, c'est que on est un peu comme un capitaine sur un bateau au cœur d'une tempête, et donc il n'y a pas vraiment de recette, si ce n'est ça va être long, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut affronter la mer, il faut croiser les doigts, il faut être prudent, vigilant, engagé, mais bon, on peut rien véritablement contre les éléments, les vagues, le vent, et voilà, chacun mène sa barque comme il peut, comme il veut, et puis parfois on peut vouloir s'en sortir, on peut vouloir rentrer au port, puis ça se fait pas de temps en temps, et ça reste quand même hyper présent dans les têtes au moment du traitement, puis même après. Voilà, moi je l'ai bien en tête. La définition de la résilience, pour moi, enfin en tout cas appliquée à ce que j'essaie de m'appliquer, c'est de jamais oublier ce que j'ai vécu en termes de traitement, de maladie, et donc de vivre avec ça en tête, mais de vivre pour profiter pleinement de la vie et pas m'emmerder aujourd'hui, quoi. Donc il y a plein de choses sur lesquelles je suis parfois intolérant. Ça me donne pas un calme et une zénitude. Non, il y a des choses sur lesquelles je suis hyper intransigeant, justement parce que j'ai envie d'essentiel, en fait. J'essaie de parler à mes enfants et de leur dire ce que je ressens. Parfois, on laisse passer des choses, surtout quand ils grandissent, où on se dit, finalement, c'est un homme, c'est un adulte, c'est une femme. Moi, j'essaie de garder ce côté
impliqué avec eux, et c'est pareil en amitié, quoi. J'essaie de... Ce que je ne laisse jamais passer aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est malade et que je connais, je le contacte systématiquement en lui disant écoute, voilà, bon courage, moi j'ai été malade, si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, discuter, voilà, je suis là. J'ai perdu un ami récemment et on s'était pas vu depuis très longtemps, et quand j'ai su qu'il était malade, je lui ai écrit un message ultra bref, il m'a répondu et je lui ai dit voilà, moi j'ai été malade aussi, donc je sais pas si c'est la maladie qui l'autorise, mais en tout cas ça m'a donné une liberté de parole avec lui sur les traitements et sur ce qu'il ressentait, et qui était que je crois beaucoup de gens n'avaient pas abordé avec lui, donc c'était précieux pour lui d'avoir une vraie discussion sur la maladie, sur les traitements, et donc on a eu des conversations orales, on a eu des conversations c'était des messages, mais c'était quasiment des lettres, puis voilà, puis il n'a pas survécu à cette maladie, il est mort fin janvier, et je sais que ça a été précieux pour lui, ça a été super précieux pour moi, et c'est pas facile. Je fais un truc qui fait marrer les gens parce que ça les surprend, mais j'ai une extraordinaire voiture qui est une Kangoo. Et parfois, je fais des paris-quibrons, donc j'ai 500 km que j'ai le temps de savourer, et j'appelle mon agenda. Et j'appelle parfois des gens avec lesquels que je connais pas. C'est pas des amis proches, mais c'est des gens que j'aime bien. Et souvent, parfois, les gens décrochent et disent salut. Et j'explique que je suis dans ma Kangoo et que j'ai le temps et que j'appelle pour prendre des nouvelles et en donner, mais j'ai aucun sujet. Et j'ai eu des conversations super sur cette base-là. Donc je sais pas si c'est ma définition de la résilience, mais en tout cas c'est une manière de se dire je continue à profiter des gens, et c'est précieux pour moi. Et c'est des bonnes conversations. Parce que quand tu regardes ton agenda, ton carnet d'adresses, tu vas avoir des gens auxquels tu n'as pas parlé depuis 10 ans et que tu n'as aucune raison de leur parler, si ce n'est de se dire tiens, je vais leur passer un coup de fil pour leur demander comment ça va. Et ça donne des résultats et des jolies conversations. D'un temps de traitement où Claude dit n'avoir rien géré, un temps d'introspection lors d'un confinement dû au Covid semble lui avoir permis de revenir sur son parcours avec un œil neuf. Cette prise de recul lui a alors permis de réaliser tout ce par quoi il était passé, tant physiquement qu'émotionnellement. L'après-maladie et ce statut d'ancien patient l'ont incité à en parler plus largement, plus librement, et à faire le choix d'accompagner celles et ceux qui, autour de lui, croisent la route du cancer. C'est en quelque sorte transmuter positivement son histoire pour sensibiliser, guider, soutenir, rassurer aussi ses pairs face à la maladie. Ça a beaucoup fait écho à mon propre vécu. C'est vertueux, précieux, courageux. Alors merci à nouveau Claude pour ces graines d'espoir que tu sèmes. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.